ils savent aussi que potentiellement l'ensemble de ce qu'ils ont produit est contrôlé, peut être trouvé. La dernière chose, c'est que par contre, eux, ils vont essayer de résister entre résistants qui sont incarcérés. Donc là, se met en place des possibilités de pouvoir préparer une fuite, essayer de s'enfuir, de s'évader. Bienvenue sur l'Histoire vous appartient, la chaîne qui parle d'histoire sous un œil engagé. Aujourd'hui, je suis avec Corentin Roussman du Mons Memorial Museum pour parler de l'expo Esprit carcéral qui retrace le parcours de 3 personnes, Marguerite Bervout, Fernand Dumont ou encore Cécile de Tournai, 3 résistants qui ont résisté par leur art. Il y aura aussi un 4e personnage que vous verrez au cours de la vidéo. Alors avant même de nous intéresser à la création artistique dans les milieux carcérales durant les années 40, j'aimerais un petit peu savoir qui sont ces 3 personnes. Pourquoi est-ce qu'elles ont été incarcérées? Quels ont été leurs parcours? Voilà, un petit peu savoir qui elles sont. Alors ici, dans l'exposition à l'esprit carcéral au sein du Mons Memorial Museum, on présente le parcours de 3 personnes qui ont été résistantes durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un parcours qui est un peu différent des 2 autres. Le premier, c'est finalement celui de Fernand Dumont. Donc c'est un avocat, un bourgeois de Mons, bien établi, quelqu'un qui sait fédérer les gens autour de lui. Et donc on considère que c'est sûrement pour ces raisons-là qu'il a été arrêté par les Allemands, qu'il a été envoyé à la prison de Mons. Au-delà qu'il soit avocat, c'est un poète surréaliste, donc il a déjà écrit. C'est un écrivain, il est bien établi, et lorsqu'il est en prison, eh bien, il va profiter du temps qu'il a pour pouvoir continuer à produire, et il va produire énormément. Il sera évidemment publié par la suite. Les 2 autres personnages, qui sont Cécile de Tournai et Marguerite Bervout, elles ont un destin plus ou moins similaire, une fin différente, parce que Cécile de Tournai va revenir après être passée dans les différentes prisons et camps de concentration allemands de la Seconde Guerre mondiale. Marguerite Bervout, elle a un destin beaucoup plus funeste parce qu'elle va être condamnée à mort. Je vais revenir sur Marguerite Bervout. Elle est une jeune fille qui a étudié à l'Université libre de Bruxelles. Elle a fait la philo romane et elle écrit beaucoup de poèmes, mais elle n'est pas publiée, c'est avant tout pour elle qu'elle écrit. Au début de cette Seconde Guerre mondiale, elle est professeure de français. Cécile de Tournai, elle est infirmière. Elle est de Gorin-Ramcroix, du côté de la Wallonie-Picarde. Elle, elle a voué son existence aux autres et à aider les gens. Et donc voilà, elle fait partie d'une grande famille avec beaucoup de filles. Et Marguerite Bervout, elle est une fille unique de parents aimants et qui s'occupe énormément d'elle. Donc ils ont été actifs dans la résistance, mais quel était leur rôle? Le rôle de Fernand Dumont dans la résistance, il n'est pas très connu. On pense plutôt que c'est parce qu'il fédérait les gens autour de lui et qu'il était une personne importante, un notable de Mons, qui a joué dans cet élément qui donnait envie aux Allemands de surtout ne pas laisser libre ce genre d'individus. On le sait qu'il faisait partie de réseaux, mais ce n'est pas très bien établi. Pour Marguerite Bervout et Cécile de Tournai, c'est totalement différent. Elles font bien partie d'un réseau de résistance et elles ont été toutes les 2 arrêtées par les Allemands en 1942, alors qu'elles sont envoyées toutes les 2 au champ d'aviation de Chièvre pour aller prendre des photographies. Ce champ d'aviation de Chièvre est extrêmement important pour les Alliés, parce que c'est de là dont démarraient de nombreux avions qui allaient bombarder le Royaume-Uni, par exemple. Et donc c'est une base extrêmement importante, base militaire qui existe toujours en fait. Chièvre, qui est juste à côté de Paris-Daïsa pour ceux qui connaissent, est aujourd'hui la base militaire américaine d'aviation liée avec le SHAPE, donc la base militaire de l'OTAN, qui est ici aussi à Mons. Et donc Cécile de Tournai et Marguerite Bervout vont prendre des photos et elles vont se faire arrêter toutes les 2. À ce moment-là, et ça on le sait parce que Cécile de Tournai l'a raconté, Marguerite Bervout a dit à Cécile de Tournai « je prends tout à ma charge, je prends toute la responsabilité de ça ». Et donc, elles ont eu de nombreux interrogatoires. Il y a eu des contrôles qui ont été effectués chez Cécile de Tournai et chez Marguerite Bervout. Chez Marguerite Bervout, en fait, ils vont trouver énormément d'objets indiquant qu'elle est bien membre de la résistance, que ce soit des plans faits, des documents, autres. Et à partir de ce moment-là, on sait que lorsqu'elle va être jugée, tous ces éléments apportés au dossier vont dire « en effet, vous êtes bien membre de la résistance, on vous condamne à la mort ». Pour Cécile de Tournai, en fait, ils ne vont rien retrouver, les Allemands ne vont rien retrouver chez elle. On sait, et ça c'est la famille qui nous l'explique, que Cécile de Tournai, avant de partir en mission, avait caché tous ses objets
en dessous de la ruche familiale qui était dans le jardin. Et donc les Allemands, à aucun moment donné, n'ont pensé aller fouiller la ruche. Évidemment, on est au mois d'août 1942, vous n'avez pas envie d'aller en dessous d'une ruche. Et finalement, parce que Marguerite Bervoet a décidé de prendre toute la responsabilité et Cécile de Tournai a continué à dire qu'elle ne faisait pas partie des réseaux de résistance, finalement, elle n'a été condamnée qu'à 8 ans de... Elle n'a été condamnée qu'à, mais bon, c'est déjà énorme, 8 ans de travaux forcés. Et ce qui va unir Cécile de Tournai et Marguerite Bervoet, c'est d'un, elles ont fait un acte de résistance ensemble, et de deux, ce sont des amies qui, elles vont se suivre dans les différents endroits où elles vont aller. Parfois, elles se retrouvent dans la même cellule, parfois, elles ne se retrouvent pas dans la même cellule, mais elles vont rester unies jusqu'au bout. Et la difficulté par la suite de Cécile de Tournai, la nécessité de se dire pourquoi elle est morte et pourquoi pas moi. Pourquoi elle a pris la responsabilité, pourquoi pas moi. Et donc, quand vous avez la chance de pouvoir revenir de ce genre de passages de vie qui sont extrêmement traumatisants, eh bien, je pense, si on en est certain, que Cécile de Tournai, jusqu'à la fin de sa vie, a pensé tous les jours à Marguerite Bervoet. Pouvoir mettre en place une telle mission, aller photographier la base aérienne, demande pas mal de mise en place. Est-ce que leur métier, dans la vie de tous les jours, leur est servi ? Si on a envoyé Cécile de Tournai et Marguerite Bervoet faire des photos, ce n'est pas du tout leur métier qui les sert, pas du tout. Avant toute chose, il faut prendre en considération que les militaires allemands se méfient beaucoup plus d'hommes que des femmes. Donc ils ne voient pas forcément les femmes comme des personnes qui peuvent faire acte de résistance. On se remet dans l'époque, on est durant la Seconde Guerre mondiale, les femmes vivent à travers leur mari ou à travers leur père. Et donc, elles ne sont pas forcément autonomes. En tout cas, c'est la société qui ne leur permet pas de pouvoir le faire. Et donc, quand les Allemands voient des femmes qui se baladent à vélo autour du champ d'aviation, on s'en méfie beaucoup moins que si c'est des hommes. Et donc, c'est pour ça qu'elles avaient été envoyées. Malheureusement, elles ont quand même été attrapées parce qu'elles se baladaient avec un appareil photo et qu'elles n'ont pas été forcément peut-être discrètes ou que les Allemands avaient mis un niveau de sécurité extrêmement important autour de la base aérienne. Mais c'est vraiment ça qu'il faut prendre en considération. Elles ont été envoyées par leur réseau qui leur a dit « allez prendre des photos ». Ce ne sont pas elles qui se sont dites « ah, on va aller faire des photos du champ d'aviation ». Non, c'était vraiment des commandes, c'était une nécessité pour que les Alliés puissent préparer un potentiel débarquement ou des bombardements spécifiquement sur la base aérienne. On sait comment Cécile de Tournai et Marguerite Bervoet ont été arrêtées. En ce qui concerne Fernand Dumont, comment ça s'est passé ? Fernand Dumont a été arrêté alors qu'il était au palais de justice et il a été envoyé directement à la prison de Mons sans savoir pourquoi, sans qu'on lui ait dit véritablement les raisons pour lesquelles il se retrouvait en prison. La seule chose qui se passe à partir de ce moment-là, c'est que lui va écrire beaucoup à sa femme pour qu'elle puisse lui apporter des biens, qu'elle puisse lui apporter du matériel, mais c'était assez compliqué, c'était des colis qui pouvaient être envoyés. Il n'avait pas forcément la possibilité d'avoir des visites. Tous les courriers étaient contrôlés par les Allemands. Il était incarcéré, incarcéré avec Louis van der Spiegel, qui est un artiste, incarcéré au même moment. On a ici dans nos collections, dans les collections permanentes du Mons Memorial Museum, le registre d'incarcération où on a Fernand Dumont, de son vrai nom Fernand Dumoustier. En fait, c'est Fernand Dumoustier et Louis van der Spiegel est juste avant lui. Et ils vont se retrouver ensemble. C'est très difficile du jour au lendemain de se retrouver dans cette situation-là, surtout que dans la prison de Mons, c'est une prison qui date des années 1875, avec un système cellulaire. Donc, chaque personne a une cellule. Mais on est dans un niveau de surpopulation durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est se retrouve à 4-5 dans une cellule qui est censée être prévue pour une personne. Donc, des conditions de vie et d'hygiène assez déplorables, avec pas la possibilité de pouvoir sortir pour les visites, on oublie presque, mais aller à l'extérieur. Et la nourriture est assez limitée. Et donc, ils parviennent vraiment à survivre grâce aux colis qu'ils peuvent recevoir. Le seul moyen qu'ils avaient encore de pouvoir avoir un contact avec leur famille, c'est très subtil, mais on a des témoignages. À côté de la prison de Mons, on a l'Institut Warroquet, qui est maintenant l'Université de Mons. D'ailleurs, la prison est toujours à côté de l'Institut Warroquet. Et quand vous allez sur la plateforme de la toiture de l'Institut Warroquet, vous avez une vision sur la cour intérieure de la prison.
Et donc, quand il y avait la possibilité d'avoir une permission d'être à l'extérieur, eh bien, on sait que les familles se rassemblaient pour pouvoir essayer de communiquer ou ne fût-ce que savoir si l'individu, si la personne aimée est toujours à la prison de Mons et s'il n'a pas été déplacé. Et c'est ce qui va se passer pour beaucoup d'entre eux. Ils vont être envoyés dans des camps de travaux ou de camps de concentration en Allemagne et puis en Pologne. D'ailleurs, tu parles de la taille des prisons, enfin des cellules, qui étaient exiguës. Et en effet, dans l'expo, on voit la cellule de Cécile. La cellule de Cécile de Tournai, ce n'est pas la cellule qu'elle a eue à Mons, mais c'est une cellule qu'elle a eue dans un autre endroit. C'est très restreint. Il n'y a même pas 3 mètres carrés. C'est vraiment minuscule. Et donc, l'objectif est de faire prendre conscience aux visiteurs dans quelle situation on se retrouve lorsqu'on est incarcéré. Et je vous dirais que quand vous visitez des camps de concentration, quand on va à Auschwitz I, on a des cellules qui ne font même pas 1 mètre carré. Donc, c'est des cellules où vous ne savez pas vous coucher et où vous êtes là-dedans pendant au moins une semaine, sans rien, sans pas de lumière. Et donc, on est dans des conditions de vie qui sont inhumaines. Et c'est ça aussi l'intérêt de pouvoir traiter de cette question-là, c'est en voyant ça, c'est potentiellement, c'est de se dire, est-ce que les conditions humaines dans la prison, encore aujourd'hui, sont correctes, quand on sait qu'à la prison de Mons, on a une surpopulation et que plusieurs prisonniers sont dans la même cellule qui est prévue pour un, est-ce qu'on doit en arriver à cette situation-là ? Pour en revenir aux 3 personnes qui nous occupent aujourd'hui, comment ont-ils utilisé la création artistique pour pouvoir résister à l'intérieur des murs de Mons, de la prison de Mons, évidemment? Donc il y a un élément qu'il faut prendre en considération et c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas présenter dans l'exposition, c'est de dire qu'on doit passer par la prison pour pouvoir être créatif ou pour pouvoir faire une œuvre créatrice. Ce n'est pas du tout ça. La création en prison, c'est l'élément qui permet d'être libre, d'être considéré comme toujours un individu. C'est comme la propriété privée, c'est-à-dire avoir des objets en prison est extrêmement important parce que ça rend humain, ça humanise. Parce que l'objectif de la prison, c'est de vous déshumaniser. C'est de montrer que vous n'êtes plus quelqu'un qui a la liberté. Ne plus avoir la liberté, c'est extrêmement dur. Et donc, la création, c'est la seule chose qui vous reste. Votre esprit et votre capacité de pouvoir résister par rapport à ça. Et écrire en prison, c'est résister. C'est résister parce qu'on ne vous permet pas de pouvoir le faire à l'extérieur, mais en prison, on peut vous retirer beaucoup de choses, mais ça, on ne sait pas vous le retirer. Et c'est la seule liberté qui reste. Et donc, c'est pour ça que vous l'utilisez. Et vous la surutilisez parce que vous en avez besoin. Et tout le monde va le faire. Quand on voit l'historique de beaucoup de prisonniers, beaucoup de vécus des prisonniers, ils le disent. Je crée pour montrer que j'existe. Et que c'est le seul acte que j'ai de pouvoir résister encore. Alors, ce n'est pas évident de pouvoir écrire en prison, parce que vous avez besoin de matériel. Tout à fait. Comment faisait-il pour pouvoir justement créer, écrire? Il recevait des colis, et alors il justifiait de pouvoir recevoir du papier et des crayons en indiquant qu'ils allaient faire des dessins. Parce que le dessin, ce n'est pas grave. Écrire, c'est autre chose. Mais ils écrivaient quand même, parce qu'on ne sait pas mettre un soldat allemand derrière chaque résistant. Et donc, ils vont écrire, ils vont cacher aussi tous ces objets-là. Ils vont aussi broder. Pour Cécile de Tournai, elle va broder. Donc, c'est une autre manière d'écrire, de garder de l'information. Et quand j'ai gardé de l'information en prison, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que vous êtes complètement déconnecté. Vous ne savez pas quel jour on est forcément. Et vous ne savez pas depuis combien de temps vous êtes là. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et donc, vous avez tous vos repères de la société qui sont un peu perdus. Et donc, vous essayez de vous mettre un cadre organisationnel avec des informations qui peuvent parfois sembler bénignes, mais qui sont importantes. Cécile de Tournai va écrire les repas qu'ils ont. Donc, tel jour, tel repas, tel jour, tel repas. Et donc, on peut suivre tous les repas qu'elle reçoit. Ensuite, elle va écrire des recettes de cuisine. Oui, et pourquoi justement écrire des recettes de cuisine dans son cas? Eh bien, si Cécile de Tournai écrit des recettes de cuisine, et en fait, on remarque que beaucoup de prisonniers vont faire ça, c'est pour pouvoir calmer la faim. En fait, c'est comme si vous vous nourrissiez. Donc, votre esprit arrive à calmer votre faim en inscrivant des recettes de cuisine. Et parce que, peut-être aussi, c'est ce qui vous permet de vous dire que potentiellement, un jour, vous allez pouvoir faire cette recette. C'est une projection quelque part. Projection, c'est la résilience. C'est une manière de dire, voilà, je reste un humain, je vais continuer, je construis un avenir, je construis un futur, même si mon futur est incertain et qu'il n'est pas entre mes mains. Après, au niveau de la littérature,
c'est vraiment parce que les gens se posent et se disent aussi, c'est peut-être la dernière fois que j'écris. Qu'est-ce qui va me rester par la suite? Qu'est-ce qui va rester à la postérité? Est-ce que c'est mes actions? Est-ce que des gens vont se souvenir de moi? Je ne pense pas que Marguerite Berwood s'est dit moi, je vais écrire pour qu'on se souvienne de moi. Pas du tout. Je pense juste qu'elle a pensé à sa famille, à ses proches, et elle s'est dit il faut que je laisse quelque chose à ces gens-là pour qu'ils puissent savoir exactement ce qui s'est déroulé. Cécile de Tournai, quand elle va broder le nom de tous les endroits où elle est passée, et elle va noter le numéro de sa cellule, elle le brode sur son sac à pain, elle met son nom sur ce sac à pain. De un, c'est pour s'en souvenir personnellement, et de deux, c'est sûrement pour se dire que si elle ne survit pas, peut-être potentiellement que sa famille va récupérer ces objets-là et vont pouvoir suivre son histoire. Cette histoire qui est funeste et malheureuse. Savoir par quoi elle est passée. Exactement, et ça c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire parce que vous avez envie de laisser votre témoignage à votre famille pour qu'elle ne se retrouve pas avec énormément de questions et de ne pas savoir pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé et comment. Et on peut le voir que ça sert. Dans les objets qu'on présente et qui sont liés à Marguerite Berwood, on voit que sa famille est allée à l'endroit où elle a été exécutée. Il a été faire des photos. Et donc, c'est une sorte de pèlerinage. Vous avez besoin de retourner, de savoir et de comprendre et de faire le deuil. En fait, tout ça est lié au processus de deuil parce que quand vous avez trop de questions, votre processus de deuil va être encore plus douloureux. Et c'est peut-être aussi une manière d'aider les familles et d'aider les gens qui vous connaissent de pouvoir surmonter ces épreuves. Oui, parce qu'en effet, ici, on voit dans les œuvres qui sont exposées ici, l'un des documents qui était remis à la famille de Marguerite Berwood, disant qu'il avait été exécuté, et c'est très limité en termes de détails. C'est un télégramme, et donc c'est quelques mots, juste pour dire qu'elle a été exécutée. Et pour la famille, ça a dû être horrible de recevoir ça. Et en même temps, ils vont recevoir quand même la dernière lettre de Marguerite Berwood, où Marguerite… Elle n'en a écrit que 2, je pense. Donc elle a écrit une lettre au début de son incarcération, et puis elle va en écrire une dernière parce qu'elle, à l'opposé, en prison, elle ne va pas écrire. Elle ne va pas, parce qu'elle ne veut pas. Et son dernier courrier est véritablement une lettre d'amour qu'elle fait à ses parents, mais qu'elle fait aussi à elle-même et à l'ensemble de la population. Elle dit à ses parents, n'en veuillez pas au peuple allemand. Donc, pour être capable de pouvoir, à la veille de sa mort, dire « n'en veuillez pas au peuple allemand », c'est qu'elle a un certain niveau de maturité et de compréhension. Elle dit juste que le peuple allemand est dans une furie actuellement, mais qu'il est bon et que l'individu reste bon. Et donc c'est assez fort. Et elle dit qu'elle ne meurt pas. Elle a participé à son idéal de la liberté, de la libération de la Belgique. Elle fait œuvre, elle fait acte de sa vie, elle donne sa vie finalement pour la Belgique. Elle considère que c'est juste. Elle est assez sereine dans son dernier courrier, elle est assez sereine avant qu'elle ne décède. Pour en revenir à la création artistique, faisait-elle déjà partie de leur vie avant d'être incarcérée ou s'est-elle développée durant leur incarcération? Pour répondre à cette question-là, on va vraiment se concentrer sur Fernand Dumont et Marguerite Berwood. Fernand Dumont a toujours écrit et il continue à écrire en prison. Marguerite Berwood, elle a toujours écrit auparavant et elle arrête d'écrire en prison. C'est une sorte d'acte de résistance, ou peut-être qu'elle a écrit, mais en tout cas, elle n'a pas montré qu'elle a voulu laisser qu'on récupère l'ensemble de ces documents, parce que souvent c'est le genre de choses que l'on récupère. Fernand Dumont, lui, il a vraiment continué, il a vraiment été impliqué dans l'écriture, et on peut voir qu'il écrit sur tous les documents qu'il a, c'est-à-dire des publicités, des emballages, et il va utiliser chaque centimètre du document pour pouvoir écrire, parce qu'il en a besoin. Pour exister. Il en a besoin pour exister et pour continuer et pour occuper le temps. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais on s'emmerde quand on est en prison, on n'a rien à faire et on aime bien, comme on est à plusieurs dans la même cellule, pouvoir se retrouver dans sa propre bulle et pour pouvoir occuper son esprit, parce que l'ennui est vraiment l'élément le plus difficile quand on est incarcéré. Et est-ce que les œuvres qu'ils ont créées en prison les ont servis ou desservis par rapport à la cause? Quand Fernand Dumont écrit en prison, lui, voilà, il fait des poèmes et il écrit en fonction de son art. Ça n'a aucun impact. Il ne parle pas de la résistance, il ne parle pas d'éléments liés à la résistance, et Marguerite Berwood non plus.
Donc ça ne les dessert pas, loin de là, ça ne fait qu'activer finalement à travers ce qu'ils essayent de faire comprendre, de dire de continuer de résister. Ils savent aussi que potentiellement l'ensemble de ce qu'ils ont produit est contrôlé, peut être contrôlé, peut être trouvé. Et donc c'est aussi, il y a peut-être une autocensure de leur part pour que ça puisse être diffusé ou être transféré. Et ça aussi, il faut le prendre en considération. Fernand Dumont est mort de maladie dans les camps et que Marguerite Bervoet a été décapitée. Donc on n'a pas le retour, on ne sait pas vraiment. À travers différents et d'autres témoignages, on sait que voilà, ils y pensaient, ils le savaient et donc ils ne dévoilaient pas tout ce qu'ils voulaient au sein de leur écrit. D'ailleurs, ici on pourrait se dire que l'acte de résistance en lui-même, c'est l'écriture pour exister en tant qu'être humain et pas uniquement desservir, pas uniquement livrer un message, mais plutôt exister en tant qu'être humain et faire résister finalement la cause à travers eux-mêmes. C'est exactement ça. La dernière chose, c'est que par contre, eux, ils vont essayer de résister entre résistants qui sont incarcérés. Donc là, se met en place des possibilités de pouvoir préparer une fuite, essayer de s'enfuir, de s'évader. Donc ça, ou essayer d'être actif toujours dans ces réseaux de résistance, mais de manière plus indirecte. Et on sait qu'à certains moments, les Allemands vont mettre des taupes dans certaines cellules pour savoir s'il y a des plans qui se préparent. Exactement. Et ce sont des collaborateurs qui vont se retrouver dans ces cellules pendant plusieurs jours dans l'espoir que quelqu'un dans la cellule dise « on prépare un plan, est-ce que tu veux en être ?» Et donc c'est toujours aussi difficile la vie à l'intérieur d'une cellule parce que si vous ne connaissez pas les gens, vous ne pouvez pas être certain de savoir si de la confiance qu'on peut leur donner, tout à fait. Certaines de leurs œuvres ont été conservées. Pourrais-tu nous en présenter 3 et nous dire un petit peu quel est le contexte, leur histoire, vraiment nous parler de l'œuvre en tant que telle et pourquoi elles t'ont touché? Alors ici, on a le sac à pain de Cécile de Tournai, où on peut voir qu'elle a brodé au fil rouge sur le sac directement, tout en dessous son nom, Cécile de Tournai, et ensuite les lieux où elle était incarcérée, avec les numéros des cellules et la date. Et donc c'est extrêmement intéressant. C'est qu'elle est passée à Mons, à Ath, à Saint-Gilles, à Cologne, à Essen. Et puis il est noté dessus, condamné à 8 ans de travaux forcés, Hanovre, Breslau. Et donc c'est la liste de toutes les prisons où elle a été incarcérée. Et c'est ce sac qui porte une valeur mémorielle extrêmement importante. Alors ici, c'est une pièce assez particulière qu'on a reçue en donation récemment. En fait, c'est un crucifix en papier mâché réalisé par un prisonnier qui a été incarcéré durant la Première Guerre mondiale à Mons. Il a créé ce crucifix avec du papier mâché et derrière, il y a des informations très particulières. Il est marqué Guerre mondiale, année 1914, 15, 1916. Il a été réalisé par Jorion et Jorion, il est dans une cellule avec un échevin de Gand qui est incarcéré parce qu'il a fait partie d'un réseau de résistance, un réseau il rassemblait des informations sur les passages des trains durant la Première Guerre mondiale. Et donc cette œuvre est assez forte, assez symbolique, surtout qu'elle est réalisée en papier mâché. Ici, on est sur le courrier que Marguerite Bervoet va envoyer à ses parents la veille de son exécution. Et donc c'est les dernières paroles qu'elle aura, c'est le dernier message qu'elle donnera à ses parents. Pendant 2 ans, elle n'a pas écrit de lettre, donc c'est vraiment assez impressionnant. Et alors, je vais vous lire un passage qui est fort. « Je vous demande, n'ayez pas la haine contre le peuple allemand. Il est bon, comme tous les autres. Il a l'amour de la paix. J'ai pu souvent apprécier sa bonté et son courage. Comme nous, il est victime d'une éruption de violence, d'un volcanisme historique sans exemple qui finira. » Ça donne beaucoup d'espoir et ça donne aussi beaucoup de capacité à pouvoir accepter le fait que voilà, elle va mourir parce que le peuple allemand a fait la Seconde Guerre mondiale, mais elle ne lui en veut pas et donc elle part en paix et c'est ça le message qu'elle a voulu donner à ses parents. Depuis le début, ici, on parle de Fernand Dumont, Marguerite Bervoet ou Cécile de Tournai, mais il y a une 4e personne dont on n'a pas parlé pour l'instant. Je te propose de l'aborder et de nous dire pourquoi vous l'avez intégrée à l'expo.
la personne dont on n'a pas encore parlé, en fait, c'est Verlaine. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait Verlaine par rapport à ces trois autres personnages? Eh bien, en fait, il faut le prendre de manière inverse. En fait, Verlaine était la base du projet de l'exposition parce qu'on fêtait les 150 ans de sa libération. Et donc, à partir de ce moment-là, on voulait marquer le coup. On avait aussi, en 2015, lorsqu'on était capitale européenne de la culture, on a fait une grosse exposition sur Verlaine au niveau de la littérature et de son incarcération à Mons. Ici, on a voulu retraiter de cette question-là de Verlaine, de rappeler pourquoi il est si important à Mons et pourquoi ce qu'il va écrire en prison à Mons est extrêmement important dans son œuvre littéraire. On voulait traiter de la question carcérale, c'est-à-dire de traiter des conditions de vie des prisonniers, de qu'est-ce qu'on fait en prison, comment on écrit en prison. Et parce qu'on est au Mons Memorial Museum, on voulait interroger ces questions, lier l'histoire et l'actualité. C'est surtout parce qu'on avait ces trois individus qui étaient passés par la prison de Mons en tant que résistants, et où on a trouvé juste de pouvoir les associer avec Verlaine. Et donc Verlaine sert de porte-voix aux trois résistants, et de dire que oui, Verlaine, tout le monde le connaît, c'est un des plus grands auteurs de la littérature francophone, mais on en a d'autres qui ont des vécus différents, et on n'a pas besoin d'être un grand auteur pour pouvoir écrire des choses extraordinaires, pour pouvoir résister et pour pouvoir avoir une capacité à produire des œuvres alors qu'on est incarcéré. Et c'est ça qu'on a voulu ici mettre en place dans le Mons Memorial Museum. Et c'est vraiment une idée et un projet qui a été créé par deux commissaires d'exposition, Pierre Libart et Karl Ménine, qui comprennent et qui savent quelle est l'importance de traiter de la question carcérale dans les musées pour faire prendre conscience à la population des conditions de vie des prisonniers dans les prisons de Mons et d'ailleurs. Tu parles de l'effet de la prison sur le processus créatif. Justement, est-ce que les créations qui ont été retrouvées ont eu des effets, ont été utilisées, utiles même, pour comprendre les mécanismes psychologiques de l'être humain après-guerre? Donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites par rapport à ces questions-là, mais c'est vraiment encore plus aujourd'hui que l'on arrive à sortir et à réfléchir, à travailler autour de ça. On appelle des égodocuments, donc des documents qui sont vraiment liés à des individus. On peut, et on est certain que ça aide à passer, à traverser ces épreuves. L'écriture, la création permet d'avoir ce pouvoir de résilience. Maintenant, c'est pas une réalité pour tous. Il y en a qui n'ont jamais écrit, jamais rien écrit en prison et qui arrivent à traverser. Le plus important à prendre en considération, c'est que chaque personne, chaque individu va trouver un élément qui lui permettra de traverser ces épreuves, de créer, de produire, de se rendre utile, de s'interroger, de questionner. Et c'est surtout une nécessité pour occuper le temps. Le temps est très long, on s'embête très vite. Et donc on est un peu dans une déconnexion par rapport à la réalité qu'on a, et produire permet de donner aussi du sens à sa vie. Nous arrivons maintenant à l'instant promotion. Si tu pouvais donner 3 bonnes raisons de venir voir l'exposition Esprit carcéral, quelles seraient-elles? Donc la première raison de voir l'esprit carcéral, en fait, c'est venir découvrir cette scénographie qui est extraordinaire, qui est une mise en abîme et avec c'est une vraie expérience à vivre. La deuxième, c'est de venir découvrir ces traces littéraires, ces œuvres, et de les lire, et de prendre conscience de cette production. Et troisièmement, je dirais, c'est au-delà de découvrir ces œuvres littéraires, c'est de connecter en fait l'espace public de Mons avec l'exposition, la prison, et de voir tout le travail qui est fait autour. Et on n'en a pas parlé, mais il y a la deuxième salle de l'expo temporaire où Karl Ménine est venue écrire un texte. Ce sont des textes qu'elle a repris de différents prisonniers qui ont été incarcérés à différents endroits, et elle l'a écrit au crayon dans la pièce, sur les murs blancs. C'est d'une force, et rien que ça, pour ces 3 raisons-là, ça vaut vraiment la peine de venir découvrir cette exposition au Mons Memorial Museum. Oui, et la petite voix aussi qui nous parle durant la 3e partie de l'exposition, qui est très très inconfortable. Enfin, ouais. C'est un très bon travail d'un point de vue artistique et technique, mais d'un point de vue vécu, c'est très très inconfortable. C'est très inconfortable, mais ça oblige à s'interroger et à se poser des questions sur la prison et sur la question carcérale. Et c'est finalement ça l'objectif de cette exposition. On va ressortir avec des questions, et on va ressortir encore avec plus de questions, et on va s'interroger encore plus sur ces questions de est-ce que la prison est la meilleure des solutions
pour protéger la société ou pour condamner un individu. Un vaste débat et pourtant très intéressant. Aurais-tu un petit coup de cœur personnel ou nous partager sur l'exposition? Alors moi j'ai un coup de cœur personnel, mais c'est un coup de cœur qui est habituel parce que c'est une des pièces de collection qui me touche le plus. C'est le sac à pain de Cécile de Tournai. Ce sac à pain où elle va écrire son nom en dessous et elle va broder son nom en dessous et elle va broder les différents lieux où elle est incarcérée en notant le numéro de sa cellule et la date à laquelle elle est incarcérée. Et en fait, en faisant des études et des recherches pour l'exposition, on s'est rendu compte que c'était ce sac à pain. Et le sac à pain, c'est quoi? Eh bien, c'est l'objet qui vous permet de conserver votre pain pour la journée. Vous recevez du pain au matin et vous devez le consommer durant toute la journée. Et donc, c'est votre objet, l'objet le plus important. C'est celui qui vous permet de survivre. Elle met son nom dessus et elle met toutes ses dates. C'est très symbolique. C'est extrêmement symbolique. Et pour moi, cette pièce de collection, elle a une force monumentale sur la résilience, sur l'incarcération, sur la survivance et sur la mémoire qu'on doit avoir de la Seconde Guerre mondiale. C'est beaucoup plus parlant que énormément d'autres choses qu'on pourrait avoir, parce que ça nous rappelle que ce qui nous fait vivre et la base, c'est la nourriture et on en a besoin. Et parfois, juste rappeler ça, parce qu'on n'a pas tendance à imaginer qu'on pourrait demain ne plus avoir de nourriture, mais elle l'a vécu et elle le sait. Et donc ce sac à pain, finalement, ça symbolise énormément tout. Ça a une force mémorielle extrêmement forte. Donc on a vu ici que l'art créatif, la création artistique en prison notamment, est extrêmement forte, puissante. Elle nous permet de vivre, de survivre. Aujourd'hui, au vu de la manière dont évolue notre société, les extrêmes qui montent un peu partout, notamment en Europe, en Amérique, quels seraient les conseils que tu pourrais nous donner pour continuer à résister à notre époque, notamment à travers l'art par exemple, ou autre, plus vaste? Quels seraient tes conseils à toi? Alors les conseils que je pourrais donner, c'est déjà découvrir tout ce qui a déjà été fait et de prendre conscience des auteurs, des résistants et de voir les combats qu'ils ont menés. Je dirais que la création artistique à tout niveau, eh bien, elle est nécessaire et il faut qu'elle puisse montrer aux autres en quoi finalement elle va permettre de défendre des idéaux, que ce soit la liberté d'expression, ou la liberté de culte ou même la liberté de relations humaines. C'est surtout ça, c'est de montrer qu'on peut exister, on peut avoir une propre production culturelle, on doit le montrer aux autres, mais il faut que chacun puisse respecter aussi ces éléments-là. Et c'est ça qui se déroule quand on peut voir les montées des extrêmes, c'est qu'à partir du moment où on va couper des libertés, où on va couper la parole à certains, eh bien là on va véritablement dans un processus de droitisation, de gauchisation, quel que soit le niveau des extrêmes, parce que d'un côté comme de l'autre, à partir du moment où on coupe la liberté individuelle, eh bien là on est dans un problème de société et c'est là où nous tous, individus, on doit défendre le fait que chaque individu ait la possibilité de pouvoir s'exprimer, quel que soit le niveau. Et c'est à partir du moment où on coupe la liberté que là, il y a un véritable problème. Et c'est ça le fondement. Et nous, ce qu'on doit faire, et nous, c'est ce qu'on fait ici au Mons Memorial Museum, c'est de défendre la liberté de chaque personne de pouvoir s'exprimer. Okay. Merci Corentin. Comme on l'a vu ici, la création artistique a eu énormément d'influence sur les personnes qui ont traversé la prison de Mons, qui ont traversé la période sombre qu'ont été les années 40-45, à travers notamment la résistance. Et donc, si on pouvait donner un dernier conseil, ce serait créer encore et surtout n'oubliez pas, l'histoire vous appartient.